reprendre avec la dernière session de CRJC, session pendant laquelle on aura l'occasion d'entendre deux chercheuses, toutes les deux autour d'une thématique sur l'approche processuelle, donc une approche de la psychopathologie qui place les processus psychologiques au cœur de la compréhension des troubles psychologiques. Et donc la première personne que vous allez entendre parler, c'est Mathilde Souchon, qui est psychologue clinicienne et doctorante à Nîmes, à l'université de Nîmes, et donc qui va vous parler de l'approche transdiagnostique du risque suicidaire chez les adolescents. Merci. Normalement, je suis là. Ah oui. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Du coup, je ne me rends pas compte. Ouais. Donc, je m'appelle effectivement Mathilde. Je vais commencer par une petite tentative de manipulation pour susciter votre indulgence au moment des questions. Je suis en thèse seulement depuis un an et demi, et je travaille donc à temps plein à côté dans un CHU depuis 8 ans, dans une unité dédiée aux urgences pédopsychiatriques et à la prise en charge des adolescents. Donc voilà, je vais vous présenter des travaux, mais qui débutent tout juste. On sera sur des choses un petit peu basiques pour débuter. Mes travaux s'intéressent à l'approche transdiagnostique et processuelle du risque suicidaire à l'adolescence, et j'ai mené 2 petites études qui sont en cours sur des processus psychologiques intra- et interindividuels impliqués dans le risque suicidaire à l'adolescence. Alors, j'ai fait un peu l'inverse par rapport à mes collègues, où je vais commencer par remercier déjà les organisateurs et organisatrices de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis très contente d'être parmi vous. Et puis, Élodie Charbonnier et Gaëtan Brier, qui sont donc ma directrice et mon directeur de thèse, et Mathilde Renoir et Manon Barbier, qui sont 2 étudiantes de master à l'université de Nîmes et qui participent grandement à ces travaux de recherche également. Alors, je vous propose de débuter mon propos par quelques chiffres. Déjà, rappelons que le suicide est la 2e cause de mortalité en France, chez les 15-24 ans, ce qui en fait un enjeu majeur de santé publique. Et puis surtout, nous, on a constaté un impact majeur de la crise sanitaire qui s'est traduit par une hausse considérable des consultations aux urgences et des hospitalisations pour idées suicidaires et tentatives de suicide. Donc, vous avez quelques chiffres qui traduisent ça en Occitanie, puisque c'est une étude nîmoise. Et puis, on est à même de dire aujourd'hui que 18% des adolescents français, en moyenne, présentent des idées suicidaires et que 3,3% tentent de se suicider. Si on ramène ça à une classe de 30 élèves, on va dire que sur 35 penseront au suicide et 1 fera un passage à l'acte, ce qui est quand même considérable. Alors, un rapide état des lieux de nos connaissances. Alors aujourd'hui, notre compréhension du risque suicidaire, elle repose sur le modèle biopsychosocial, qui postule déjà qu'il existe des facteurs généraux, sociaux, environnementaux, qui influencent le risque suicidaire tout au long de la vie. Si on essaye d'adapter un petit peu ce modèle aux facteurs de risque plus spécifiques à l'adolescence, on pourrait citer, alors c'est pas exhaustif, c'est pas le but de ce propos, mais les conflits avec les pairs, les ruptures, l'isolement, le harcèlement, le cyberharcèlement, et puis l'exposition médiatique au suicide, puisqu'on sait que le phénomène de contagion suicidaire est un phénomène qui est plus spécifique aux jeunes populations. Au niveau développemental, alors les facteurs de risque suicidaire développementaux pour les ados, ils sont pour la plupart inhérents à la puberté, à la maturation cérébrale en cours, avec une vulnérabilité au stress accrue et une impulsivité qui est plus marquée durant l'adolescence. Et puis les facteurs proximaux, alors ceux-là, ils ressemblent un petit peu à ce qu'on retrouve chez l'adulte, avec les psychopathologies et les facteurs psychologiques, pour la plupart qui en découlent. L'ensemble de ces facteurs entraînant les idées suicidaires, qui elles-mêmes augmentent le risque de tentative de suicide, qui elles-mêmes augmentent le risque de suicide. Voilà un petit peu pour notre compréhension théorique. Et puis dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Dans la pratique, on sait à court et à moyen terme, en tout cas on essaye, je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais on sait proposer de la prise en charge de la crise suicidaire et de la prévention de la récidive. Alors il existe déjà pas mal de programmes qui sont adaptés à la population adolescente. On peut citer par exemple le programme SAFETY, Safe Alternative for Youth and Teens, qui est un programme américain et qui est un programme court pour la prise en charge des jeunes suicidaires et suicidants. Et puis à long terme, le traitement de référence, ça reste la psychothérapie, parce qu'on n'a toujours pas trouvé de médicaments qui empêchent les gens de se suicider. Donc c'est nous les psychologues qui travaillons le plus là-dessus. Alors ce qui est intéressant de constater parmi les psychothérapies aujourd'hui évaluées comme efficaces, c'est qu'il y en a plusieurs
qui au départ ont été développés sur la base du modèle catégoriel, hein, c'est-à-dire un traitement de référence pour chaque pathologie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs psychothérapies qui sont efficaces dans la réduction des idées de suicide et de l'auto-agressivité au sens large. On peut citer pardon, la TCC, la TCD, la thérapie de la mentalisation. Bon, il y en a pas mal, mais on ne sait pas trop finalement qu'est-ce qui fait que ces protocoles marchent, puisqu'ils visent des cibles thérapeutiques différentes. Ils ne visent pas tous le traitement des mêmes cibles. Donc nous, on a quand même identifié certaines limites à cette approche. La première, par rapport au modèle biopsychosocial, c'est qu'en fait, ce modèle, il est finalement plus adapté pour décrire le risque suicidaire à l'âge adulte que pour décrire le risque suicidaire à l'adolescence, puisqu'il y a une certaine confusion entre les facteurs développementaux et les facteurs proximaux. On sait que les facteurs développementaux, c'est ceux qui vont augmenter la vulnérabilité suicidaire au cours de la vie. Chez les adolescents, c'est un petit peu les mêmes que les facteurs proximaux parfois. Si on prend l'exemple de la dysrégulation émotionnelle, c'est à la fois inhérent au fait que quand on est ado, on est plus dysrégulé qu'à d'autres moments de la vie. Et puis on sait que c'est aussi associé de manière proximale aux tentatives de suicide notamment. Et puis le modèle biopsychosocial, il nous dépeint finalement un tableau un petit peu figé qui tient peu compte des interactions dynamiques qui existent entre les différents facteurs de risque. En pratique maintenant, alors en pratique on est un peu en galère parce que finalement on a plein d'outils pour traiter des pathologies, un diagnostic, mais en fait ce sont plein de diagnostics qui sont associés au risque suicidaire et les comorbidités sont particulièrement fréquentes, ce d'autant plus à l'adolescence. Chez les ados, on a beaucoup plus de tableaux cliniques complexes que ce qu'on a de diagnostics bien définis et bien posés. Et puis, il existe aussi de nombreuses situations qu'on appellera de détresse non pathologique, c'est-à-dire, et ce d'autant plus depuis la crise sanitaire, on rencontre quand même une proportion non négligeable de jeunes qui expriment une souffrance psychique intense et qui pour autant ne répondent pas aux critères diagnostiques d'une pathologie. Et puis enfin, il existe aussi la problématique des conduites suicidaires récidivantes. Pareil, dans nos services, il y a quand même une proportion importante de jeunes où finalement on a un petit peu un décalage entre des conduites suicidaires récidivantes, où les jeunes vont s'inscrire dans des tentatives de suicide multiples en réponse à de multiples facteurs de stress, alors que la théorie, elle nous présente finalement la crise suicidaire comme quelque chose d'assez isolé, un moment où les capacités d'adaptation sont complètement dépassées. On se rend compte qu'il y a certains jeunes où finalement ça rentre un peu dans la gamme comportementale. Donc on s'est demandé finalement quelles sont les cibles thérapeutiques qu'on va cibler de fait pour la prise en charge. Et du coup, on s'est intéressé, vous y attendez, à l'approche transdiagnostique et processuelle. Alors, cette approche, elle repose sur l'idée qu'il existe des processus psychologiques qui sont centraux et communs à la plupart des tableaux psychopathologiques. Pour définir brièvement un processus, on va parler d'un mécanisme actif dynamique qui va transformer un élément psychologique en un autre élément psychologique. Par exemple, une émotion qui va se transformer en réponse comportementale, une pensée qui va se transformer en émotion, pour vous faire la version très simple. Et puis, ce modèle, il se distingue donc du modèle biopsychosocial au sens où là, les processus psychologiques sont envisagés comme des déterminants proximaux des problématiques psychologiques. Alors que dans le modèle biopsychosocial, on nous met finalement un peu tous les facteurs de risque de la psychopathologie au même rang en nous disant qu'ils sont tous modérateurs. Ces problèmes psychologiques entraînant eux-mêmes des problèmes secondaires qui vont renforcer les processus dysfonctionnels. Les processus psychologiques, on en a tous, sinon on ne fonctionnerait pas, mais certains peuvent devenir dysfonctionnels sous l'influence de différents facteurs biologiques, sociaux et circonstanciels. Alors pourquoi cette approche, elle nous intéresse dans l'étude du risque suicidaire à l'adolescence? D'une part, on s'est dit que ça nous permettrait de considérer un peu mieux l'aspect développemental, puisqu'on peut tout à fait imaginer que certains processus vont être plus sensibles, actifs à l'adolescence, et que du coup, ils vont être utiles dans notre étude. Et puis, ça nous permet de répondre à la problématique des comorbidités, et donc de définir des cibles thérapeutiques plus adaptées à cette problématique. Si je me dégage de la question du diagnostic pour me centrer sur les processus, potentiellement je vais pouvoir offrir une approche plus adaptée à la population des ados suicidaires et suicidants. Et puis, cette approche, elle promeut quand même quelque chose d'un petit peu plus individualisé, où finalement, on va peut-être pouvoir aussi s'adapter à des individus qui ne rentrent pas dans des cases diagnostiques, comme on le fait dans une dimension plutôt catégorielle. Alors, cette approche, elle est déjà soutenue un petit peu par la littérature dans le risque suicidaire à l'adolescence. On peut donner l'exemple de l'intolérance à l'incertitude, qui est déjà identifié comme un processus
psychologiques associées au risque suicidaire à l'adolescence. L'intolérance à l'incertitude, en gros, je suis dans l'incapacité de faire un choix si je ne maîtrise pas l'ensemble des conséquences, parce que je veux absolument éviter les conséquences négatives. Donc il y a 2 études récentes qui retrouvent que l'intolérance à l'incertitude, elle est associée au risque suicidaire. Mais finalement, quand on se concentre sur les études qui vraiment s'inscrivent dans l'approche processuelle telle que nous on l'entend aujourd'hui, elles sont moins de 10 dans la littérature à vraiment se concentrer sur le risque suicidaire des ados en population clinique. Donc c'est encore peu exploré. Alors, nos travaux de recherche, ils reposent sur 2 études. Une première petite étude préliminaire où on s'est intéressé uniquement à des processus dits intra-individuels. Par intra-individuel, j'entends des processus qui vont contribuer à la gestion de l'individu lui-même. Et puis, on est en train de mener une seconde étude où là, on a élargi, on a ajouté aussi la mesure de processus inter-individuels qui, là, eux, vont contribuer à la gestion de l'individu dans ses relations interpersonnelles. Alors, je vais d'abord vous présenter la 1, puis je vous présenterai la 2, puis on conclura sur les 2. Alors, notre première étude, vous vous doutez de la question de recherche, où on s'est bien sûr demandé quels étaient les processus intra-individuels impliqués dans le risque suicidaire à l'adolescence. On est parti un peu dans une démarche exploratoire et on s'est dit on va mesurer plusieurs choses. On s'est intéressé à 3 processus. D'abord l'impulsivité, donc la prédisposition aux réponses rapides, non planifiées. L'impulsivité, elle est déjà dans la littérature identifiée comme un facteur de risque de suicide et elle est particulièrement saillante à l'adolescence. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de la mesurer quand même. L'évitement expérientiel. Alors l'évitement expérientiel, les efforts que va mettre en place un individu pour tenter de supprimer, contrôler tout ce qui va être émotions, sensations, pensées, situations qui vont être vécues comme négatives, comme désagréables. L'évitement expérientiel, il est central dans les troubles émotionnels, ça c'est déjà largement identifié, mais il est moins étudié dans le risque suicidaire des ados. Et puis les écarts entre les soi. Les écarts entre les soi, c'est la différence qu'un individu va percevoir entre la représentation qu'il a de lui-même et son soi idéal, la personne qu'il aimerait être, et son soi socialement prescrit, la personne que les autres aimeraient qu'il soit, selon lui. Donc pareil, les écarts entre les soi, ils nous ont intéressés parce que à l'adolescence, c'est un processus qui est particulièrement actif du fait de la construction identitaire qui est en cours. Pour la méthodologie de cette étude, donc je vous le disais, c'est un petit échantillon, on a 34 participants avec une moyenne d'âge de 15 ans, ils sont tous suivis en psychiatrie au CHU de Nîmes. On a utilisé, alors je m'excuse d'avance pour mon accent, le Suicidal Behavior Questionnaire pour le risque suicidaire, l'Impulsive Behavior Scale pour l'impulsivité, l'Avoidance and Fusion Questionnaire pour l'évitement expérientiel et la Self-Discrepancy Scale pour les écarts entre les soi. On a recruté parmi toutes les unités du service de pédopsychiatrie, donc des unités ambulatoires jusqu'au service d'hospitalisation à temps complet. On a évidemment fait passer des formulaires de consentement. Et on a accompagné les jeunes sur toutes les passations qui étaient faites en présentiel, sur le service, sur tablette, où on était avec eux pour les aider quand même à répondre aux questions, vérifier leur bonne compréhension. Pour décrire un petit peu notre échantillon, donc c'est un échantillon qui est majoritairement féminin, puisque dans nos services, on a quand même plus de jeunes filles que de jeunes garçons. Et évidemment, comme c'est une population exclusivement clinique, la majorité des participants avaient reçu un diagnostic psychiatrique et prenaient un traitement. Pour la question des diagnostics, on est vraiment sur une population qui décrit bien ce phénomène de comorbidité, puisque tous les participants avaient en moyenne 2 diagnostics, ça pouvait aller jusqu'à 4-5, avaient reçu en moyenne 2 diagnostics. Les troubles qui étaient les plus représentés, c'était les troubles anxieux, les troubles dépressifs, le TDAH, le trouble du comportement alimentaire et les troubles de la personnalité émergents à cet âge, avec notamment le trouble borderline. Donc on est bien sur une population transdiagnostique. Alors, je vais vous présenter des stats très basiques, je vous le disais tout à l'heure, et on va commencer par des analyses de corrélation. Alors, ce qui est intéressant sur les résultats de cette première petite étude, c'est que l'ensemble de nos variables entretiennent une corrélation significative et positive avec le risque suicidaire. Et surtout, l'évitement expérientiel est vraiment central dans notre modèle, puisque c'est lui qui a la puissance la plus importante en termes de corrélation, qui entretient le lien le plus important, et qui est lié à nos 2 autres variables, aux écarts entre les soi et à l'impulsivité. Et cet évitement expérientiel, il va prédire, dans notre étude, à hauteur de 34% de la variance du risque suicidaire sur les régressions linéaires. Notre deuxième étude à présent.
Alors notre deuxième étude, encore une fois, vous vous en doutez, cette fois-ci on s'est intéressé au processus interindividuel impliqué dans le risque suicidaire à l'adolescence. Encore une fois, on en a étudié 3. Donc on a essayé de cibler un petit peu toutes les grandes dimensions, comportementales, cognitives, métacognitives, émotionnelles. Donc c'est pour ça qu'il y a des processus issus de différents domaines. Alors, on s'est d'abord intéressé à l'agressivité. Donc là, je vais parler d'hétéroagressivité, donc à savoir l'ensemble des comportements qui ont pour but intentionnel de nuire à autrui. L'agressivité, pareil que l'impulsivité, elle est déjà identifiée comme facteur de risque suicidaire. Elle est plus saillante dans l'enfance et l'adolescence qu'à l'âge adulte. Et puis, il y a un débat dans la littérature entre quel rôle joue l'impulsivité, quel rôle joue l'agressivité. À savoir qu'il y a des auteurs qui postulent que l'impulsivité, finalement, serait plus liée aux idées suicidaires et que l'agressivité serait plus liée au comportement suicidaire, aux tentatives de suicide. Donc, on s'est dit, on ne va pas passer à côté, on va aussi mesurer l'agressivité dans cette étude. On s'est intéressé à l'empathie, donc la capacité à percevoir et comprendre les émotions d'autrui. L'empathie, elle est peu étudiée dans la littérature sur le risque suicidaire, mais il y a quelques études récentes qui ont retrouvé des corrélations significatives entre l'empathie et le risque suicidaire. Et surtout, à l'adolescence, c'est un processus qui est encore en cours de construction. Et compte tenu du phénomène de contagion suicidaire qu'on constate parmi les ados, on se serait dit que ce serait particulièrement pertinent de l'inclure dans notre étude. Et puis on s'est intéressé aux besoins d'appartenance, dans le sens de rechercher des relations plaisantes avec les pairs, qui sous-tend beaucoup la dimension de motivation, d'affiliation. Pourquoi le besoin d'appartenance ici dans cette étude ? D'une part parce qu'on sait que les ados sont quand même très en recherche de relations avec les pairs, c'est une période de la vie où l'intégration au groupe social est très importante. Et puis parce que dans la théorie interpersonnelle du suicide de Thomas Joyner, il nous dit l'appartenance contrariée, c'est un facteur clé dans le développement des idées suicidaires. On s'est dit, pareil, on ne va pas passer à côté, on va le mesurer. Alors, la méthodologie, je ne vais pas m'étendre parce qu'elle est similaire, si ce n'est qu'on a augmenté un petit peu les âges, on a fait 12-18 ans cette fois-ci. Et on a recruté, là on est à 48 participants. Donc on a utilisé la même échelle pour le risque suicidaire, le Reactive Proactive Aggression Questionnaire pour l'agressivité, la Basic Empathy Scale et la Need to Belong Scale pour le besoin d'appartenance. Et la description de l'échantillon est similaire. On a une moyenne d'âge à 15 ans et pareil, une population plutôt féminine avec des diagnostics psychiatriques et des traitements médicamenteux. Pour les résultats de cette seconde étude, alors là, la seule variable qui corrèle avec le risque suicidaire de manière significative et positive, c'est l'agressivité. Cette corrélation, elle est sous-tendue par la dimension réactive de l'agressivité. L'agressivité réactive, c'est quoi ? J'adopte un comportement agressif en réponse à une menace ou une agression que moi je viens de percevoir. J'insulte quelqu'un parce qu'il vient de m'insulter, donc je l'insulte en retour. Et pas je l'insulte pour lui dire c'est moi le plus fort, quoi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est uniquement l'agressivité réactive ici qui est associée au risque suicidaire. Comme on pouvait s'y attendre, l'empathie et le besoin d'appartenance sont liés entre eux, mais ils n'entretiennent pas dans cette étude et à ce stade de lien avec le risque suicidaire. Et puis l'agressivité réactive, elle prédit ici en hauteur de 11% de la variance du risque suicidaire. Alors, pour discuter un petit peu les résultats préliminaires de ces deux études, parce que là je vous ai vraiment fait un point d'étape, on est sur une étude là qui est en cours. Ces résultats, pour le moment, ils vont quand même dans le sens de notre idée de départ, de se dire ce serait bien d'adopter un peu plus l'approche processuelle dans déjà la détection du risque suicidaire à l'adolescence. Et puis, l'objectif final, c'est quand même qu'on puisse l'appliquer à nos prises en charge. Ces résultats, ils mettent aussi en lumière deux nouveaux processus qui jusque-là avaient été très peu, voire pas étudiés dans le risque suicidaire à l'adolescence en population clinique. Donc l'évitement expérientiel et les écarts entre les soi. Et surtout, ils soutiennent le rôle prépondérant et central de l'évitement expérientiel. Ça nous intéresse parce qu'il existe un protocole de prise en charge des troubles émotionnels. Donc on se dit que ça pourrait quand même être utile de l'appliquer dans nos services. Et puis, alors, je ne sais pas si on l'éclaire vraiment, mais en tout cas sur ce débat qui existe entre le rôle de l'impulsivité et de l'agressivité, on se rend compte finalement que dès lors qu'on mesure les deux facettes de l'agressivité réactive et l'agressivité proactive, que finalement c'est plutôt l'agressivité réactive qui est liée au risque suicidaire parmi nos ados, et que cette agressivité réactive, elle est quand même très liée dans la littérature à l'impulsivité, parce que c'est quand même des réponses qui sont plutôt impulsives. Quand je réponds de manière agressive à quelqu'un ou parce que je me sens moi-même agressée, en général c'est plutôt sur un mode impulsif. C'est ce que nous dit en tout cas la littérature.
Donc je ne sais pas si on peut vraiment les dissocier quand on étudie les deux. Et puis, alors en ce qui concerne l'absence de lien entre l'empathie et le besoin d'appartenance et le risque suicidaire, ce qu'on peut dire déjà sur le besoin d'appartenance, c'est que dans la littérature, on sait qu'il y a déjà des résultats contradictoires concernant cette variable, surtout en fonction des échelles de mesure qui sont utilisées. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période dans l'étude du risque suicidaire où on mesurait l'appartenance contrariée avec en mesurant le sentiment de solitude. Maintenant, il y a une échelle qui est un peu plus spécifique à ça. Nous, on a encore utilisé une autre échelle parce qu'on cherchait vraiment un outil qui soit adapté, qui ait été validé en population adolescente. Mais on sait qu'en tout cas, les résultats peuvent dépendre un petit peu des outils de mesure. Et puis, concernant l'empathie, il y a encore peu d'études. Et dans le même sens, toutes ces études, elles utilisent des échelles qui sont différentes. Il y en a qui vont utiliser l'AIRI, qui est une échelle assez ancienne pour mesurer l'empathie. Il y en a qui vont utiliser le quotient empathique. D'autres qui vont utiliser vraiment des tâches spécifiques pour la théorie de l'esprit. Donc finalement, nous, encore une fois, on a fait le choix d'utiliser une échelle qui était validée en français, spécialement développée pour des populations adolescentes. On n'est pas loin des seuils de significativité, donc on se dit que peut-être en augmentant notre échantillon, on verra autre chose. Et puis, on pourrait le dire aussi en termes de limites, on a fait le choix de s'intéresser uniquement à une population clinique. Et dans notre population, finalement, alors déjà, le risque suicidaire il est globalement élevé pour bon nombre de participants. Et puis les niveaux d'empathie sont super hauts en fait, parce qu'on s'est dit on va faire des comparaisons de moyenne, on va faire petite empathie, empathie moyenne, grande empathie, mais en fait on n'a pas pu parce qu'ils ont tous des scores d'empathie très élevés. Donc dès lors, statistiquement, ça devient quand même un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait on est tout le temps sur quelque chose de très très haut. Donc voilà, c'est peut-être une limite aussi à notre étude, le fait qu'on n'ait pas fait de comparaison avec la population générale. Et voilà, notre objectif c'est d'atteindre les 100 participants là d'ici la fin de l'année. Donc peut-être que d'ici quelques temps, je serai plus à même de vous donner d'autres éléments un peu plus poussés. Voilà. Et après, il y a une petite biblio et des annexes, si ça vous intéresse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathilde ? Attention. Déjà, merci, c'était super intéressant. Je ne suis pas du tout en clinique, je pense que tu as pu le constater juste avant. Oui, effectivement. Donc, ma question va être super naïve, mais donc, tu as utilisé une mesure d'empathie. Ouais. Est-ce que ce serait pertinent d'utiliser, selon toi, d'autres mesures qui seraient semblables à des mesures de prise de perspective ? Parce que l'empathie en tant que telle, c'est un concept lié à la théorie de l'esprit. Oui. Et que ça fait débat, mais dans les différentes mesures de théorie de l'esprit, en fait, il y a un peu des recouvrements. Alors des fois, ça corrèle très bien, des fois pas du tout pour un même concept. Donc du coup, est-ce que selon toi, inclure d'autres mesures comme des mesures de prise de perspective ça pourrait être pertinent et potentiellement expliquer cette absence de lien, entre guillemets, que tu as observé dans tes données ? Je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, dans ce que moi j'ai compris de l'essentiel de la littérature sur l'empathie, c'est que ce qui va être vraiment marqué dans le risque suicidaire, mais dans tout ce qui va concerner aussi la dysrégulation émotionnelle, c'est que dès lors que j'ai une empathie émotionnelle qui est très très élevée, c'est-à-dire que je rentre complètement en contagion avec l'autre, j'arrive plus à être en prise de perspective, j'arrive plus à prendre de recul, et de fait, je vais avoir des réactions émotionnelles peu ajustées. Et finalement, je pense que la difficulté avec notre échelle, alors c'est bien, elle est adaptée à la population adolescente, mais on distingue très mal, je trouve, non, ce serait mal de le dire comme ça, mais on a du mal à distinguer, je le vois quand je fais les passations avec les jeunes, la dimension cognitive de la dimension affective, et souvent les jeunes me disent « mais je ne comprends pas la différence entre ces deux questions ». Et effectivement, peut-être que si on avait utilisé des tâches plus spécifiques sur la dimension de prise de perspective, peut-être que là, on aurait eu des résultats un petit peu plus saillants. Et effectivement, on a fait un choix là dans cette étude de mesurer pas mal de variables en même temps, donc de passer par des échelles sous format auto-questionnaire, même si on les accompagne. Mais je pense que si on avait voulu vraiment creuser plus sur cette variable, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Ouais, parce que justement, ce que tu viens de dire, ça souligne un biais égocentrique, donc ils n'arrivent pas à se mettre à la place d'autrui. Et souvent, ce biais égocentrique, cet égocentrisme, est lié aussi à des états émotionnels comme l'anxiété ou la colère.
Tout à fait. Et ouais, du coup, ça répond très bien à ma question. Enfin, nickel, merci beaucoup. Et c'était encore une fois très chouette. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était trop chouette. Moi j'ai une petite question, mais tu as commencé à y répondre, mais du coup ça m'intéresse, sur notamment le lien entre impulsivité et agressivité, j'ai oublié le mot, réactive, Oui. parce que justement, moi je connais pas du tout les questionnaires sur l'agressivité, mais c'est vrai que la dimension réactive, moi, me fait plus penser à quelque chose d'impulsif. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en réalité, ça pourrait être le même construit, ou en tout cas sous-tendre les mêmes choses? Est-ce qu'il pourrait expliquer pourquoi est-ce que c'est ressorti là? Oui, alors je pense que effectivement, moi c'est un petit peu dans ce sens-là que je l'ai emmené dans mes conclusions, parce que ce sont des formes de réponse agressive, mais qui sont très sous-tendues par la dimension d'impulsivité. Alors que du côté de l'agressivité proactive, pour le coup, là, on était beaucoup moins dans quelque chose de significatif. Je ne sais pas si on pourrait dire que ce sont exactement les mêmes construits, mais en tout cas, je pense qu'on ne regarde pas au même niveau et qu'effectivement, la réponse comportementale en soi d'agressivité, elle est peut-être motivée par de l'impulsivité, mais moi, je le vois comme deux niveaux un petit peu différents. Parce qu'on peut aussi, il y a des jeunes qui vont avoir effectivement cette réponse qui va être limitée au niveau comportemental, où ils ne vont pas forcément s'y engager. Mais effectivement, moi, je le présente dans ce sens-là, où pour moi, c'est construit. Je pense qu'on ne va pas pouvoir les envisager séparément. Je ne pense pas que cette forme d'agressivité puisse être limitée à juste une agressivité comme ça, un comportement purement agressif, au sens où on l'entend. Je ne sais pas si ça répond, c'est super. C'est un peu flou. Il y avait une autre question, sinon j'en ai une deuxième. C'est bon. Par rapport je vais y arriver, à la corrélation par rapport à l'évitement expérientiel. Moi, je travaille dans la régulation émotionnelle. On peut théoriser, dans des cas très, très extrêmes, la tentative de suicide comme étant une stratégie de régulation émotionnelle. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est possible que ce soit lié justement parce qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer ma question, c'est pas très clair, mais la corrélation est quand même très importante. Je pense que c'est deux choses différentes, on est bien d'accord, mais je pense que dans certains cas, ça peut être considéré de manière théorique comme étant une stratégie d'évitement. Est-ce que ça pourrait être ça qui explique la corrélation aussi forte? Là, pour le coup, moi, je suis tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, et je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que, en tout cas, particulièrement nous, dans les populations, mon regard clinique, il est que sur cette population-là, je ne travaille pas avec des adultes, mais nous, c'est ce qui est criant, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui, effectivement, arrivent pour une TS où l'objectif, ce n'était pas forcément de mettre fin à leur jour au sens où nous, on va l'entendre, de la vie est complètement finie, mais au sens où il faut que je me sorte tout de suite d'une situation qui est intolérable et je ne peux plus réguler. J'ai aucun moyen de réguler. Ce qu'ils vont faire très souvent, nous, chez les jeunes qui, par exemple, vont prendre des médicaments, vont faire des intoxications médicamenteuses volontaires, il y a un peu cette idée de si je prends 15 Doliprane, je ne vais plus rien ressentir et ça va être super. Nous, on leur dit non, c'est surtout ton foie qui va bien le ressentir. Mais effectivement, il y a cette dimension-là qui est très présente. Et oui, je pense qu'on peut le voir comme une stratégie d'évitement dans une fonction où je dysrégule et il faut tout de suite que j'apaise cette émotion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation. Je travaille aussi sur l'approche processuelle, donc j'avais un grand intérêt à t'entendre parler aujourd'hui. Et j'ai une question sur le choix des processus du coup, que tu as mesurés. Donc tu as déjà justifié ces choix-là. Moi, je travaille sur les processus, mais dans le champ du burn-out. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a une prolifération de ce qu'on peut appeler un processus. Oui. On étudie plein de processus en lien avec le burn-out. Est-ce que toi, tu observes ça aussi dans ton champ ? Et sur quels critères tu te bases pour te dire ça c'est probablement un processus qu'il est pertinent d'aller étudier en lien avec, dans ton cas du coup, le risque suicidaire. Alors oui, effectivement, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'approche processuelle, je me suis dit c'est merveilleux et tout, ça va révolutionner ma pratique et ma grille d'analyse. Et puis en fait, dès lors que j'ai un petit peu ouvert, je ne sais pas si on cherche spécifiquement type les biais attentionnels, etc. En fait, il y a plein d'études antérieures qui ont déjà étudié certaines choses comme ça, où on pourrait se dire ça rentre dans la définition d'un processus, mais ça a été étudié à une époque où peut-être on ne le caractérisait pas de cette manière-là. Et du coup, l'objectif, alors moi je me suis beaucoup basée sur le modèle de Philippot qui nous propose une classification tridimensionnelle des processus, et je me suis dit je vais essayer de mesurer un petit peu des processus qui vont être dans chaque dimension. Et pour chacun, l'idée, ça a été de se dire on va aller dans quelque chose de soit où il y a un petit peu débat dans la littérature,
soit quelque chose où effectivement, moi je pars un petit peu de ce que je regarde avec les ados en me disant bah, ça me paraît quand même saillant, est-ce que ça serait pas intéressant qu'on vienne le mesurer de manière plus formelle? Et puis choisir après ce qui va être processus ou pas. Alors là, on est quand même sur des choses qui sont peu, le niveau de spécificité est quand même faible, hein, on n'est pas sur des processus qui sont très spécifiques. Bon, on s'est un petit peu appuyé sur la littérature en se disant dès lors que c'est transdiagnostique et qu'on va le retrouver dans plusieurs pathologies et que ça va vraiment venir créer une réponse comportementale ou qu'en tout cas ça va contribuer à la transformation entre deux états ou participer à la prolifération des symptômes, on s'est dit on va pouvoir le définir de cette manière-là. Je ne sais pas si ça répond à tout, j'ai essayé. Ouais, pas d'autres questions. Ok, eh ben, merci beaucoup encore. Merci. La prochaine journée.